Alors il y a quelques jours, j'ai trouvé une petite citation qui m'a touché et je me suis dit il faut absolument en parler dans cette conférence. C'est une citation de Victor Hugo. Il nous dit: l'erreur de notre temps a été de courber l'esprit des hommes vers la recherche de biens matériels. Il faut relever l'esprit des hommes, le tourner vers la conscience, vers le beau, vers le vrai et vers le grand. C'est seulement là que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquence avec la société. J'ai trouvé ça beau. Relever l'esprit de l'homme, c'est une belle aspiration. Mais intérieurement, j'étais un petit peu triste, parce que si on regarde Victor Hugo, 1802-1885, en 1885, il parlait de relever l'esprit de l'homme et que le matérialisme prenait le dessus. Et si on fait un feedback arrière, ça fait quoi, 2 siècles, 200 ans? Est-ce que ça s'est amélioré? Vous avez tous la réponse, hein? Donc je me suis dit effectivement, parler de l'esprit et de relever l'esprit de l'homme, ça a un lien très très étroit avec la liberté. Donc on va parler de relever l'esprit et on va parler de la liberté. Et c'est une manière aussi, si on parle de Victor Hugo, de se relier, il y a des énergéticiens ici, de créer un champ d'énergie et d'avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la liberté. Parce que là, on parle de Platon au XIXe siècle, mais de Victor Hugo, pardon, au XIXe siècle, mais aussi on pense à Platon, à Socrate, aux philosophes grecs, toutes celles et ceux qui ont œuvré pour la liberté. Ça veut dire ce dont on va parler, c'est quand même un sujet plus que d'actualité. C'est quelque chose qui file et qui traverse le temps. Donc on peut se relier à ces hommes et ces femmes qui ont œuvré pour ça, et on peut même peut-être se relier, j'allais dire, à des gens de notre famille, ou à des ancêtres qui ont combattu pour la liberté, qui sont morts pour la liberté, ou qui n'ont pas pu vivre libre. J'ai un ami qui disait il n'y a pas longtemps, on a beaucoup de chance, on est des nantis, oui, on a de la chance, on est dans un lieu formidable, et on va prendre le temps de parler de la liberté. Et à d'autres endroits de la planète, il y a des gens qui ne peuvent pas se poser cette question. Donc on peut se relier, moi je peux aussi me relier, avoir de la gratitude à toutes celles et ceux qui m'ont enseigné ces choses dont on va parler, ces connaissances. Je peux me relier à eux avec gratitude. Et puis je peux me remémorer aussi mon propre parcours, mon propre chemin à la quête de la liberté, puisque très tôt, très jeune, vous voyez, celui qui va vous parler n'a pas de diplôme de psychologie, ou j'ai pas fait d'études particulières. À 16 ans, je suis parti dans la rue, j'allais dire, aller à la recherche, à la rencontre de l'université de la vie. C'est là que j'ai appris le plus la psychologie et comment grandir, comment évoluer, comment aller vers le meilleur. Donc, celui qui vous parle n'est pas un expert. Celui qui vous parle n'est qu'un témoin. Et tout ce que je vais vous dire, première proposition, c'est ne croyez surtout pas tout ce que je vais vous dire. Passez-le au crible de votre réflexion. Le temps des croyances, on aura un regard un petit peu sur l'évolution de la société et presque de l'humanité. On n'est plus au temps des croyances. Faites votre expérience, soyez des chercheurs, soyez en résonance. Si ce que je dis est en résonance, c'est peut-être intéressant, c'est que ça va toucher votre âme ou votre être. Et certainement que tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Seul problème, c'est que, comme dirait Victor Hugo, l'homme est inconscient. Et on part toujours dans l'endormissement. Il faut de temps en temps se rappeler à des époques, avec des hommes ou des situations dramatiques pour nous réveiller, nous révéler à ce qui est le plus important, cette liberté. Alors pour comprendre cette liberté, moi mon métier c'est d'être plutôt un pédagogue. Je vais vous inviter à faire un voyage pour nous poser des questions. On dit qu'un enseignant, c'est pas la réponse qui est importante, c'est se poser les bonnes questions. Donc on va faire un voyage et en se posant des questions, sommes-nous vraiment libres? Ça c'est une bonne question. Où se situe la liberté aujourd'hui par rapport à la société, par rapport à ce que l'on voit dans la société? Donc on va essayer simplement de comprendre. Comprendre ensemble, c'est un but qu'on pourrait se donner, c'est de comprendre ensemble. À plusieurs, on est plus intelligents. Et puis à réveiller ou révéler notre prise de conscience des enjeux dont nous parle la liberté et son importance. Hier, je crois que c'est Sylvain qui parlait de, vous savez, on entend parler de changement de paradigme, de mutation. C'est vrai que c'est assez particulier à cette époque, hein. Le mot liberté résonne beaucoup, hein.
Que ce soit la démocratie, ou le Covid, ou les vaccins, ou partout on risque de perdre notre liberté. On sent que c'est un champ actuellement où beaucoup de choses s'accélèrent. Donc peut-être qu'on est effectivement à une époque, un changement de paradigme, une mutation, une transformation. Certains diraient, c'est quoi le monde d'après? On entend ces mots-là, hein, en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc il faut qu'on replace les enjeux pour être un petit peu sérieux. Ça me rappelle, il n'y a pas longtemps sur YouTube, j'ai vu une petite vidéo de Krishnamurti en 1985 à l'ONU, devant tous les grands hommes politiques pour la paix. Et Krishnamurti, tranquille, à un moment, à tous ces grands hommes qui gouvernent le monde, il leur disait, est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Parce que depuis le temps qu'on parle de la paix, elle n'est pas forcément venue. Hein. Depuis le temps qu'on parle de la liberté, c'est une conquête et on peut la perdre très rapidement. Et donc on peut prendre conscience que c'est très précieux. Dans mon cheminement, dans le voyage que je vais vous inviter, proposition, c'est d'avoir 3 regards, on pourrait dire 3 directions. Il y aura dans mes propos des choses qui sont un peu philosophiques. On pourrait presque même dire anthropologiques. Anthropologie, vous savez ce que c'est l'anthropologie? C'est le questionnement de d'où vient l'homme et où va l'homme. C'est les grandes questions du sens. Si vous regardez Monty Python, le sens de la vie, on se pose ces questions sur le sens. Donc c'est intéressant de prendre un peu de hauteur, de se mettre en méta, plutôt que d'être la tête dans le guidon, là, chaque jour, de prendre un peu de hauteur. C'est quoi ce mouvement de la société? Alors des fois, dans mes propos, je prendrais le mot société, je pourrais prendre le mot le monde, je pourrais prendre le mot l'humanité. Peu importe les mots, c'est de comprendre l'esprit qu'il y a derrière les mots. C'est-à-dire qu'il y a un grand mouvement, effectivement, avec des époques. Donc il y aura un regard ou des propos un peu philosophiques, mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes à même d'être ouvert à ces choses, hein, sinon vous ne seriez pas là. On va regarder la liberté aussi d'un point de vue psychologique, puisqu'on parle de la liberté de l'homme, on ne parle pas de la liberté du ver de terre ou du hamster, hein, même si j'aime bien les animaux, mais on parle de l'homme. Donc c'est peut-être intéressant de comprendre qu'est-ce qu'être un homme, quelle est la nature de l'homme, pour essayer de mettre des mots simples, parce que des fois on utilise des mots, c'est un petit peu compliqué, on s'y retrouve pas. Je veux dire, mettre un peu de clarté. Donc on va essayer de regarder, mettre des mots simples sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et pour terminer, l'entretien conférence est assez court, mais la proposition c'est d'être un petit peu pratique. C'est que cette liberté, je vais peut-être vous annoncer une première mauvaise nouvelle, c'est que la liberté, c'est pas une théorie. La liberté, c'est une pratique. On peut causer, parler des années, lire des livres, écouter des conférences. Il y a plein de théories sur la liberté, elles sont très intéressantes. Mais c'est pas ça qui te rend libre. On verra que ce qui te rend très libre, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, faire un travail de conquête de liberté. Et on verra justement à quel endroit on doit faire ce travail. Donc, sur la fin de l'entretien, je vous donnerai quelques pistes. Vous connaissez, mais on essaiera de se les rappeler. La vision que je qualifiais tout à l'heure d'anthropologique, de vision vraiment globale, derrière ça, il y a une autre question. Est-ce que c'est l'homme qui fait le monde ou est-ce que c'est le monde qui fait l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui fait le monde ou est-ce que c'est le monde qui fait l'homme? D'après vous? Alors hier, en physique quantique, on nous disait que tout était relié. Ben oui, c'est vrai que tout est relié, c'est-à-dire que je suis le monde. Et suivant qui je suis, suivant mon niveau de conscience, je vais avoir un impact sur le monde. Et on verra qu'on va attirer le monde, puisque la physique quantique nous dit ça. Donc c'est pas anodin d'aller à la conquête du meilleur de soi-même pour effectivement attirer le meilleur. Et la mauvaise nouvelle, ça aura un lien avec la responsabilité. Ou la bonne nouvelle. Parce que c'est peut-être une des dernières belles grandes aventures de pouvoir participer, se sentir acteur, de devenir, entre guillemets, d'aider à un monde meilleur. Mais l'homme et le monde étant la même chose, ça veut dire qu'il va falloir commencer à transformer, regarder en moi, qu'est-ce que moi je dois transformer avant de critiquer, de juger. Vous voyez la tendance actuelle, c'est très facile de mettre le monde à l'extérieur et de parler du monde qui ne va pas. Mais ça ne marche pas, puisque Victor Hugo en parle depuis 2 siècles, ça ne marche pas. Donc on va essayer de regarder cet aspect que c'est d'abord moi qu'il faut transformer parce que moi je suis le monde en vérité. Alors, connaissance de la nature humaine. On va essayer de mettre des mots simples. On dit que l'être humain, il est tripartite. Alors il y a les scientifiques, parce qu'on est à l'ère du scientisme. Il y a des scientifiques qui nous disent l'être humain c'est un animal. Il y en a qui ressemblent à des singes. L'être humain c'est un animal. Je le dis un peu en plaisantant. Mais c'est vrai que si on regarde notre corps, on peut dire, oui, on ressemble aux singes, aux animaux. Quelle est la caractéristique d'un animal? Donc il y a une partie en nous qui est animale, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas un bien, c'est pas mal, c'est un fait. Donc l'animal, lui, fonctionne avec des instincts. Moi j'ai un petit chat,
C'est quoi la préoccupation d'un animal quand il se lève le matin ou dans la savane, ou quand les gazelles commencent à partir, ou les lions se lèvent? C'est quoi la caractéristique de l'animal? Il a une seule question, l'animal, s'il pense. Mais manger ou être mangé? Moi, mon chat, quand il se lève le matin, il regarde, d'abord il va chercher des oiseaux, parce qu'il veut manger, mais il regarde s'il n'y a pas de chien, s'il veut pas se faire bouffer. Donc c'est ce qu'on appelle les instincts. Et ces instincts vivent en nous. On appelle ça les instincts dégradés. Et on va changer de mot, on va pas appeler ça les instincts, enfin on a nos instincts, nos pulsions on pourrait dire. Il y a un terme en psychologie essentielle qui dit que ce sont ce qu'on appelle les traits de caractère de l'animal. On a chacun d'entre nous des traits de caractère. Caractère voulant dire caractéristique. Quand on se plaint du monde et qu'on pense au néolibéralisme, à la financiarisation de ce qui se passe, quel est le trait de caractère qu'il y a derrière? Ça s'appelle l'avidité. Comme le chat qui ment, qui saute sur sa gamelle. L'être humain a en lui une caractéristique. Il paraît qu'il y en a 16, des traits de caractère, donc quand on les connaît, c'est mieux, parce qu'on pourra les observer chez nous pour y travailler. L'avidité est un trait de caractère. Vous savez, cette idée de toujours avoir plus et jamais être satisfait de ce qu'on a. Parce qu'après, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est ça qui rend heureux, qui nous rend heureux ou qui nous rend libres? Et les entreprises, moi qui travaille en entreprise, qu'est-ce qu'elles font les entreprises? Elles rachètent une autre entreprise, on fait une OPA, donc c'est jamais assez. C'est les entreprises qui se mangent les unes les autres. Donc c'est bien un instinct animal. Et dans les business schools, quand on apprend aux gens où on a un schéma de pensée qui nous dit on est tous non pas des frères, on verra que ça c'est plus au niveau de l'esprit, mais au niveau de l'animalité en nous, on va dire non, la vie c'est qu'un combat, c'est que de la lutte, c'est que de la compétition, on est tous concurrents. Vous mettez ça dans le disque dur d'un jeune, il va finir par devenir ça. Et après on peut même plus se poser la question comment on pourrait faire autrement, puisque ça a été installé, valorisé, en termes de culture. Ça va, vous percevez cette idée-là de l'animal en nous? Alors on n'a pas de jugement, parce qu'on est tous imparfaits. Mais on peut faire l'expérience que ça mène pas à des endroits sympas, où ça peut créer du chaos, de la destruction ou de la souffrance. Cette compétition tout le temps, etc. La peur est un trait de caractère, enfin une caractéristique importante des traits de l'homme, qui est profonde en nous, qui est peut-être lié à la peur de l'homme de Cro-Magnon qui avait peur que le ciel lui tombe sur la tête. Donc la peur vit en nous. Et on voit bien que si on utilise la peur, on fait ce qu'on veut, on peut manipuler les gens. Sentiment de supériorité. La domination, par exemple. La domination. Quand je parle au niveau sociétal. Où il faut être plus fort que les autres. Où il y a toujours plus fort que moi. Où je suis inférieur. Où je suis supérieur. Ou la vanité. Ou avoir 25 000 likes sur les réseaux pour qu'on me voie. Ça, c'est le dindon, vous voyez, qui veut se faire voir. La vanité. L'orgueil. Je ne vais pas tous les décrire, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'effectivement, tout ça, ça vit en nous. On n'a pas à avoir de honte, on n'a pas à avoir de... C'est comme ça. Mais on peut faire l'expérience qu'à un moment, ça, il faut le laisser à sa place, un peu comme le fumier au fond du jardin. Chaque chose à sa place, comme ils disent en physique quantique, on ne va pas être dans la dualité, que ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est juste qu'il faut que ça reste au fond du jardin et qu'on n'aille pas trop l'activer. Mais il va falloir mettre autre chose à la place, sinon ça remonte. Première partie de la nature humaine, tripartie, animalité. Scientifique, on pourrait appeler ça la partie basse. Pas inférieure, parce que ça pourrait être un jugement, mais disons que c'est la partie médiocre, ou moins intéressante. À moins qu'on veuille rester un animal, chacun est libre. Et on dit, alors c'est plus les scientifiques qui nous disent ça, c'est les philosophes, les écoles de sagesse, les traditions spirituelles. Ils nous disent quoi? Qu'est-ce qu'on entend là depuis le début de nos conférences? Qu'il y aurait quelque chose de plus grand. Et là aussi, vous voyez, les mots, c'est pas tellement les mots qui sont importants. On pourrait, un peu comme Victor Hugo, dire c'est l'esprit. Qui a une caractéristique, c'est que l'être humain n'est pas qu'un animal, il est aussi un esprit. Et cet esprit, il a des caractéristiques, il a des grandes valeurs, des grandes vertus, que vous connaissez, bien évidemment, on pourra mettre des mots. Mais chacun sent ou a une nostalgie qu'il existe autre chose. Votre essence, alors on peut prendre le mot esprit, on peut prendre le mot essence. Notre essence, ça vient du latin être, l'être. Dans les entreprises, par exemple, on parle beaucoup de savoir-être. Les compétences transverses, tu peux avoir un diplôme d'ingénieur, c'est bien, mais l'important c'est comment je développe ces qualités d'être. Elles sont de plus en plus demandées pour les nouvelles générations de travailler en équipe. Donc on appelle ça l'esprit, qu'on appelle ça l'être, l'essence. Qu'à d'autres époques on a appelé ça Dieu, C'était Dieu, Qu'on appelle ça le transcendant. Oui, ça existe. Mais ça existe qu'à celui qui le cherche ou qui en fait l'expérience. Parce qu'on verra que celui qui ne le cherche pas, il ne le trouve pas.
Ça veut dire que ça vient pas tout seul. Et c'est un peu aussi en lien avec la liberté, en quoi cette liberté, on peut l'utiliser pour accéder à ce niveau supérieur. Partie haute, partie basse, et entre les deux, troisième tripartie de l'être humain, eh ben on a ce qu'on appelle notre psychisme, psychologie. Et ce psychisme, il est un peu mouvant, parce que des fois, alors la psychologie, le psychisme, la psyché humaine, ce qu'on appelle aussi l'âme, parce que l'âme est liée à la relation. Il y a des gens qui disent, où est mon âme? Et vous pensez que votre âme, elle est quelque part à l'intérieur. Alors que c'est vous qui êtes dans votre âme. Votre âme, c'est ce qui vous relie aux gens que vous aimez ou avec qui vous avez des problèmes, des soucis, à ceux qui sont morts. Vous êtes dans l'âme de tous les gens que vous avez rencontrés, que vous avez aimés ou que vous avez haïs. Donc, à partir de maintenant, nous allons être dans l'âme les uns des autres. Et quand on regarde les gens, des fois on se dit, elle est belle mon âme. Parce que l'autre et moi, c'est la même chose. Je passe la parenthèse et je reviens à mon aspect de psychologie. Psychologie, les pensées. Et vous connaissez, vous savez, vous, l'importance de ce qu'on appelle les schémas de pensée, les croyances. Et puis les émotions. Alors il y a des émotions nobles, des vertus, des émotions basses. On pourrait parler de plein de choses autour des émotions. Puis il y a un troisième aspect aussi dans la psyché. Hier, j'entendais certaines conférences et je me disais, ça serait aussi important de parler qu'on a là aussi l'aspect créateur de la volonté de l'être humain. Si vous n'avez pas la volonté, il ne se passera rien. Il faut y mettre de la volonté. Ni penser ou de faire lire que des livres ou de faire des conférences sur la théorie de la liberté, ça ne nous mènera pas grand-chose. Moi, j'ai un ami qui disait, c'est une mule chargée de livres. À quoi ça sert de tout savoir? C'est pas parce que tu sais tout que tu fais tout ce que tu sais. Donc le savoir seul ne suffit pas. Il va falloir y mettre de l'action, il va falloir mettre de l'agir, il va falloir mettre de la volonté. Ça va, vous percevez? Donc, on est dans cette troisième partie de l'être humain, dans notre psychisme, psyché, et on se promène, des fois on est un petit peu nul dans notre partie animale, sentiment d'infériorité, honte, vous voyez, on se balade dans des sphères un peu basses, et puis des fois, de temps en temps, on a des grands élans de solidarité, on applaudit les infirmières, il y a un tsunami, et on a tous envie d'aider les uns les autres, vous voyez, on sort de notre égoïsme, alors qu'avant, la semaine dernière, tu étais égoïste, et demain, d'un seul coup, tu as envie d'aider le prochain. Ça va, vous connaissez, ça c'est nos vies dont on parle. Mais c'est intéressant de les serrer, de mettre les niveaux, parce que tout n'est pas égal à tout. Parce que sinon, on va rien comprendre. Il y a quelque chose qui est intéressant, parce qu'on s'est posé la question de la liberté de l'animal. Est-ce que l'animal est libre? Non, l'animal, il est mécanique, il est instinctif, comme nous le sommes de temps en temps. Maintenant, au niveau de notre psyché, est-ce qu'on est vraiment libre? La psyché, elle fonctionne plaisir, déplaisir, aversion, attirance. On est dans cette ambivalence un peu duel. Et au niveau du psychisme, ce mouvement-là de la liberté, en vérité, c'est pas une vraie liberté. C'est ce qu'on appelle les désirs. Les êtres humains désirent. C'est pour ça qu'on a cet adage, je fais ce que je veux, je suis libre, donc je fais ce qui me plaît. Et en vérité, c'est ce que je fais selon mes propres désirs. Donc faut pas confondre les désirs et les aspirations, qui sont d'un autre niveau. Vous connaissez la différence entre la joie et le plaisir? La joie t'est donnée et le plaisir t'est vendu. Si vous avez rencontré ou connu une très grande joie, si j'étais dans un langage philosophique, spirituel, je dirais c'est un cadeau de Dieu, une joie. Et que les êtres humains, vous avez la naissance d'un enfant et d'un seul coup vous avez une grande joie. Et cette joie, t'as pas besoin, elle va rester en toi toute ta vie. C'est un cadeau. C'est d'ailleurs une qualité de l'esprit, la joie. Par contre, le désir, il a une caractéristique. C'est qu'une fois que tu l'as consommé, il faut le renouveler. Vous faites un super barbecue avec des amis, puis une fois qu'on se dit au revoir, super, on refait la même chose la semaine prochaine. Mais ça s'arrête jamais. Ça ne te nourrit pas au niveau de ton être. Ça va? Alors, c'est le matin, il faut peut-être pas utiliser certaines métaphores, mais c'est comme aller aux toilettes, tu tires la chasse d'eau, il n'y a plus rien. Il faut pas être naïf, il faut savoir de quoi on parle. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre des plaisirs, etc. Ça va, vous comprenez? Je peux le faire en conscience. Et ne pas être dupe ou naïf de ça, de croire que c'est ça qui va me rendre heureux. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Alors maintenant, je vais vous brasser, puisqu'on parlait plus d'aspect un peu anthropologique, d'où on vient, où on va, je vais vous dresser un tableau particulier, comme un paysage, au niveau de où se situe la liberté d'un point de vue de l'évolution de l'homme et d'un point de vue de l'évolution de nos propres vies.
ce qu'on pourrait appeler les âges de la vie. On dit qu'il y a 4 âges dans notre vie. La première âge, vous voyez, c'est quand nous étions, et je pense qu'on a tous été dans cette situation, quand nous étions dans le ventre de maman. On a tous été dans cette situation. Ça, c'est un premier âge de la vie. Puis un deuxième âge de la vie, je nais, et je suis un petit bout de chou, je suis un enfant. Et sur ces différents niveaux d'âge, je vais vous poser la notion de conscience. Il y a des niveaux de conscience suivant les âges de la vie. Le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui n'est pas le même niveau de conscience qu'un enfant de 3 ans. Ça va, on perçoit, ça on sait. Donc il y a le moment où je suis dans le ventre de maman, il y a un moment où je suis dans l'enfant, il y a un moment où je suis dans l'adolescent, et puis après il y a un moment où je suis dans l'âge de l'homme mûr, peut-être même sage. On verra que c'est pas forcément évident si on regarde le monde. Eh ben, il y a une histoire qui nous dit quoi? Quelque chose d'assez surprenant, c'est que ces mouvements, ces âges de la vie là, sont un peu comme en miroir de l'évolution de l'humanité. Et du niveau de conscience de l'humanité. C'est comme si à chaque fois que l'on vivait, je parle même pas de ceux qui croient au karma et qu'on revient, mais en tout cas, comme si on revivait les étapes de l'évolution. Quelle est la caractéristique quand vous êtes dans le ventre de votre maman? Moi et ma maman ne sommes qu'un. C'est-à-dire, on est dans une conscience indifférenciée. Donc pas de liberté, puisque l'enfant ne sait pas qu'il existe, puisque lui et sa mère ne font qu'un. Ça va, vous percevez ça? Et c'est, paraît-il, le miroir d'une époque, alors on va pas mettre de date ou de chiffre, mais des premières peuplades primitives, où l'homme faisait qu'un avec la nature. Et quand il y avait la foudre, comment l'homme comprenait ça? Il disait, c'est Dieu. C'est-à-dire, si je reprends l'esprit, ou ce qu'il y a de plus grand en nous, l'esprit, le plus grand, était partout. Et les êtres humains de l'époque le voyaient partout. Ils étaient punis par Dieu et l'esprit était partout. C'est un peu le résiduel qu'on pourrait prendre sur ce qui reste du chamanisme, par exemple. Je suis en contact avec la nature. C'est-à-dire que je comprends le monde à partir d'une perception. Et ça a duré quelques siècles. Et après, dans un mouvement d'évolution, tout comme le fœtus à un moment va accoucher, va grandir, qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'être humain comprenait le monde? Il a commencé à comprendre le monde parce qu'il fallait qu'il se structure. Et comment le monde s'est structuré? À partir de faire des clans, des tribus, le silex, le feu, et on a commencé à organiser le monde. Et là, la conscience n'était pas une conscience indifférenciée de faire un avec la nature, a été une conscience d'appartenance au groupe. Je n'existais parce que j'appartenais à un groupe. Et si on continue dans ce mouvement, les groupes, les clans, les tribus sont devenus des nations, des pays. Et j'existe parce que je suis français ou je suis breton. Si je prends, parce que ça existe encore, mais je le décris d'une manière du passé, mais comme tout est dans tout, c'est encore vivant dans certaines personnes. Cette notion d'identité par rapport à un groupe. Donc c'est un niveau de conscience. Et à cette époque, ou dans ce mouvement, vous n'existez parce que vous appartenez au groupe. Et d'ailleurs, si on sortait du groupe, c'était la mort. Vous étiez exclu d'une tribu, c'était condamnation à mort. Vous ne pouvez pas survivre. Et ce qui caractérisait cette époque, c'était que c'était régi par la loi. C'est-à-dire que le niveau de conscience ou de liberté, c'était simplement de suivre le système. Et le système nous disait ce qu'il fallait faire. Si je reprends la petite fille, le petit garçon, en miroir de cette époque, l'enfant, est-ce qu'il est vraiment libre? Au départ, quand tu as 10 ans, tu suis ce que dit papa et maman. Sinon, tu es exclu. C'est ma fille, c'est mon fils. Donc il y a ce sentiment d'appartenance qui est encore très vivant en nous, parce que ces niveaux de conscience, ils existent encore en chacun d'entre nous, à plus ou moins haut degré. Et qu'est-ce qui a été particulier dans ces époques? Peut-être que ça a commencé avec Moïse, les tables de la loi, œil pour œil, vous voyez, c'était la loi. Et Dieu n'était plus, ou l'esprit n'était plus dans la nature, comme dans la première époque. Dieu, ou l'esprit, pour dire, a commencé à se cacher. L'esprit a commencé à se retirer. Et on a dit qu'à ce moment-là, l'esprit était à l'intérieur. Et donc, on a inventé les religions. Parce que la religion nous dit, va prier, va à l'église, va chercher Dieu en toi. Ça va, vous vous rappelez? Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si on va dans la troisième époque? Vous croyez encore à ça, vous? Vous croyez encore à Dieu? Peut-être, peut-être pas. Vous croyez encore que vous existez parce que vous êtes français, irakien, je sais pas, votre identité? Eh bien, nous sommes aujourd'hui, et c'est le thème de ce travail qu'on fait, nous sommes à l'époque de la liberté. C'est-à-dire que regardez bien ces époques. Pour passer à une certaine époque, ou passer à un certain âge, l'adolescent, pour vivre, pour exister, pour devenir libre, d'abord il revendique la liberté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rejette papa et maman, ils sont les vieux, ça va. Il veut faire quelque chose de neuf.
il veut évoluer et il utilise la liberté. Donc nous sommes au cœur d'une époque particulière, avec une accélération particulière et des questionnements particuliers autour de cette importance de la liberté qui n'est simplement qu'un processus d'évolution. Donc l'enfant rejette. Alors il y a des avantages et des inconvénients. Cette liberté, c'est une conquête par rapport à quoi? Par rapport à l'autonomie, à l'indépendance. On a besoin de ça. Hein. Les femmes vont commencer à dire, moi, voilà, ok, le mari, la famille, c'est bien, la société, c'est bien, mais la droite, la gauche, c'est pareil. Vous remarquez que tous les systèmes sont en train de s'effondrer quand on parle d'effondrement de la société. Parce que c'est ce mouvement qui est à l'œuvre. Alors plus ou moins rapide, mais ça va très très vite. Hein. Et le problème, c'est que si ça s'effondre très vite et qu'on n'a pas mis quelque chose à la place, ça risque d'être un peu chaotique. Parce que comme la nature a horreur du vide, et comme on ne met pas en prévalence les grandes qualités de l'esprit, ben ça risque d'être plutôt la violence, le chaos ou la barbarie qui va se mettre à la place. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de repères. Avant, on nous disait, on avait les grands repères du sens commun, peut-être, hein, et aujourd'hui, on n'a plus de repères. Et donc, dans cette troisième époque, la particularité, vous voyez, si je reprends l'esprit, Dieu, par exemple, premier cas, il était à l'extérieur, on le voyait partout. Deuxième cas, il est à l'intérieur, je vais prier. Et ben là, aujourd'hui, mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes seuls. Dieu n'est plus là. Il n'est plus à l'extérieur, il n'est même plus à l'intérieur. Et c'est une situation particulière. Et si on devait positiver, je ne sais pas si Rose elle est là, disait mais c'est quoi l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ben oui, il y a de l'espoir. C'est que cette liberté qu'on te laisse ou que tu as, il va falloir que tu en fasses quelque chose. Pour aller, si l'esprit s'est levé là, et ben comme il vient pas tout seul, l'esprit maintenant c'est à nous d'aller rejoindre ça. Des attitudes, des comportements, ce qu'on appelle un travail, parce que ça va pas venir tout seul. Et de quel côté ça va pencher? Ben c'est différent pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et donc comme on est au moment de l'époque de la liberté, il y a des gens qui ne sont pas dans ces conférences. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Ils ne croient pas que l'esprit existe. Et ils ont raison. Donc tout le monde a raison. Ceux qui disent oui, ils ont raison. Ceux qui disent non ont raison. Donc on ne peut même pas les juger, les critiquer. Puisqu'on te donne la liberté pour en faire quelque chose. Ça va? Vous percevez le mouvement? Troisième époque. Deuxième époque, c'était régi par les tribus, les clans, les systèmes. Troisième époque, c'est régi par l'ego. Moi, moi, moi. Tout le monde en a parlé dans les conférences là. On parle que de ça, bien évidemment. Parce qu'on est dans cette époque de l'égocentrisme. En positif, on pourrait dire individuation, force, responsabilité. Mais en négatif, ça va, si on suit le mouvement, ça va être égocentrisme, pas isolation, parce que ça c'est dans le bâtiment, isolement, où on est tous seuls. Alors on a 25 000 amis, on like, hein. Mais c'est tout du vent, c'est tout de l'illusion. Il n'y a pas longtemps, moi, quelqu'un m'a demandé « Tu veux être mon ami ?» Ok, je dis oui. Et puis 15 jours après, je la rencontre dans une réunion, et elle ne me regarde pas, elle me dit pas bonjour. Vous voyez, on était amis sur le réseau, mais en vivant, elle ne me voyait pas. Donc c'est une illusion. Parce que ça ne va pas nourrir notre être. Et la particularité de cette époque, autant la deuxième époque était liée aux religieux, aux liens d'intériorité, cette époque, elle est liée plutôt au troisième cerveau, le néocortex, qui fait, par rapport à l'aspect mental, cérébral, froid, abstrait, régi par quoi? Par la science, l'abstraction, le scientisme, le calcul. Et le risque, c'est quoi? C'est que ça continue de grandir, alors que, comme on n'a pas équilibré avec les forces d'esprit, par exemple, ça risque de faire un décalage très important et qu'à un moment, on va mettre des robots à la place des hommes. Donc on va tuer l'esprit humain. On ne va pas se rappeler que ça existe. Ça va, vous percevez l'enjeu? Je vous rappelle qu'il faut pas me croire, hein, c'est ce que j'ai dit en début d'entretien. Essayez chacun de ressentir, mais vous savez tout ça. Donc l'enjeu n'est pas un enjeu anodin, c'est de poursuivre notre étape d'évolution et d'humanité. Scientisme. Pourquoi le scientisme? Parce que le scientisme est lié au savoir. La science, c'est le savoir. C'est la recherche, on veut le savoir. Mais si vous êtes un chercheur scientifique et que vous trouvez, vous n'êtes plus un chercheur. Donc la particularité de la science, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'elle trouve. Sinon, elle n'existe plus. Donc il faut toujours chercher. Et derrière le manque de savoir, va créer quoi? Va créer le doute. C'est-à-dire que vous ne savez pas, on ne sait plus à qui, on pourrait dire, à quel sein se vouer. Qui a raison? Est-ce que c'est Perron? C'est des vaccins? On ne sait plus.
Et ça crée vraiment un malaise, un mal-être, une angoisse, quelque chose d'anxiogène. Ça va, vous percevez le mouvement là? C'est ça qui se joue actuellement. Alors à la place, comme on ne sait pas, on va tout verrouiller, on va utiliser un trait de l'animalité, par exemple le désir de maîtriser, et on va vous faire des algorithmes qui vont faire de la prédiction pour savoir ce qu'il faut faire de votre vie. Parce que derrière, c'est la peur. Et si on voulait explorer de manière un peu plus psychologique, la réalité, c'est la peur de la mort. Mais on la met au mauvais endroit, c'est la mort du corps, du matériel, parce qu'on n'a pas mis en avant l'esprit. Donc les enjeux ne sont pas anodins. Je me suis arrêté au troisième âge du rebelle qui va rejeter les parents, qui va dire je fais ce que je veux, qui va s'isoler, qui va croire avoir plein d'amis, mais au fond on est seul. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer si on suit un mouvement normal d'évolution? C'est que nous risquons de souffrir de ça. C'est un peu comme le papillon qui sort de la chenille. Il y a un moment, il faut lâcher quelque chose pour passer à un autre niveau de transmutation et de transformation de soi. Donc il va falloir lâcher cet égoïsme, mais on va pas lâcher l'égoïsme parce qu'il y a une conférence qui vous dit qu'il faut lâcher l'égoïsme. Tu vas lâcher l'égoïsme parce que tu vas faire l'expérience que c'est pas ce qu'il y a de plus favorable. Dans ton être intérieur, tu risques de souffrir. Pourquoi on parle de se retrouver, d'arrêter Zoom? Pourquoi on parle de se retrouver en famille? Parce qu'on a besoin de liens, de contact vivant, de solidarité, de partage. On sait tout ça. Et on voit bien que la société ou le système peut nous enfermer pour perdre ces aspects-là. Donc comment on change et pourquoi on changerait? Pas parce que tu lis un bouquin, pas parce que quelqu'un te le dit. Il faut que tu aies ce mouvement libre d'y aller, de le faire. Alors ça va être la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut un peu de courage, il faut un peu de volonté, il faut faire un certain travail. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire. La mauvaise, c'est qu'il faut y travailler. Vous connaissez cette histoire là du footballeur, il adore tellement le foot qu'à un moment il se pose des questions, il dit mais si je meurs un jour, enfin pas si je meurs, mais quand je vais mourir, est-ce qu'on peut jouer au foot au paradis? Donc il va voir une voyante, alors elle se concentre, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par laquelle je commence? La bonne nouvelle, on peut jouer au foot au paradis. Alors, le gars il est content. Et mauvaise nouvelle, c'est que vous jouez demain. Donc la mauvaise nouvelle, oui, on peut prendre cette liberté pour en faire quelque chose. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut arrêter de croire au Père Noël. Ça, c'est plutôt la deuxième époque, l'époque de l'enfance, où vous croyez au Père Noël, que ça va venir tout seul, qu'il va y avoir un président, quelqu'un qui va nous dire la vérité, etc. Non, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vous le Père Noël. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous le Père Noël. C'est nous le Père Noël. Et c'est pas moi tout seul. C'est moi et toi, moi et toi, moi et toi. C'est ensemble. Puisque le quatrième mouvement d'étape, c'est après avoir fait cette expérience de solitude, d'enfermement, d'égocentrisme qui va ne mener qu'à des choses malheureuses, on pourrait dire. À un moment, on va se dire non, on peut plus fonctionner comme ça. À un moment, on peut plus fonctionner comme ça. Il va falloir que je me relie, que je me rallie aux autres. Et me relier, c'est aussi avoir ce niveau de conscience que tout est lié. On peut parler de la biodiversité, comment je peux me relier à moi, m'aimer moi, prendre soin de moi, comment je peux me relier aux autres, d'avoir des relations un peu plus harmonieuses, comment je peux me relier à la terre, arrêter de tuer les animaux, comment je peux me relier au ciel, aux choses essentielles. C'est vraiment une question de lien. Moi, j'aime bien suivre Abdounar Bidar qui dit que la crise actuelle, il y a un livre qui s'appelle La déchirure du monde, je crois, c'est un problème de lien. C'est que au troisième niveau, c'est que la société est complètement fragmentée. Vous avez perçu ça? Même dans les disciplines. Ce dont je vous parle ou mes inspirations, moi, elles sont dans le domaine de l'éducation, des neurosciences, de la philosophie, de la spiritualité. Vous voyez, on peut relier les choses, mais elles sont complètement fragmentées, parcellaires. Et donc il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'unité. Et donc ça fragmente. Et c'est cette fragmentation-là qu'on a à l'intérieur, d'un point de vue psychisme. Nous, dans notre terminologie, quand on intervient, on accompagne des gens, on appelle ça l'écologie humaine. L'écologie humaine, elle nous dit, c'est pas forcément protéger la planète, les arbres et tout, ça c'est important, mais ça c'est le monde extérieur. L'important, c'est dans ton monde intérieur de t'unifier toi, de te relier toi. Et si je suis en paix à l'intérieur, j'ai plus besoin de faire la guerre à l'extérieur. C'est-à-dire que le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur. Et au lieu de vouloir, comme les hommes, vouloir changer le monde, il faut commencer à regarder, à se changer soi, à se transformer soi. Puisque moi et le monde, c'est la même chose. Ça va? Vous percevez? Si vous avez des questions après, vous pouvez les capter. Parce que là, on survole, c'est un peu un panorama, mais ça situe, c'est une hypothèse de travail. Il faut être un chercheur et une hypothèse de travail.
Donc c'est pas facile de lâcher son égoïsme, c'est pas facile de lâcher ses traits de caractère. Et à ce moment-là, vous voyez, on parle de la liberté. Mais on dit qu'on ne peut pas parler de liberté tant qu'on n'a pas parlé de libération. Il s'agit d'abord de se libérer. Un peu comme les bouddhistes diraient arrêter les désirs dont je parlais tout à l'heure. Essayer d'observer, de regarder en quoi je peux me libérer de ces instincts animaux, de ces traits de caractère, de toujours vouloir plus, de toujours vouloir contrôler, tout maîtriser. Essayez de regarder déjà à quel endroit vous pouvez mettre ça à la juste place et ne pas être prisonnier de ça, puisqu'on parle de la liberté. Parce qu'en vérité, on est prisonnier de ça. Mais on ne s'en rend pas compte, hein, c'est inconscient. Hein. Donc on est prisonnier de ça. Se libérer de ses instincts, se libérer de la première éducation, du deuxième niveau de l'humanité de conscience. Faut se libérer, on a beaucoup de gratitude pour papa et maman, c'est vrai, c'est bien. Sois gentil, sois sage, travaille bien à l'école, faut être organisé, c'est bien, on a reçu toutes ces injonctions. Et on les prend et on garde ce qu'il y a de meilleur. Mais on ne peut pas non plus en être prisonnier. Donc il y a des choses de l'éducation sociale, sociétale, éducative, dont il faut aussi prendre de la hauteur et se libérer. Et puis, mais là, il y a peut-être parmi vous, ou dans ceux qui nous regardent, il y a peut-être des thérapeutes, des coachs, des accompagneurs. Pour certaines personnes, il y a besoin aussi de se libérer de certaines blessures, d'expériences difficiles de la vie qui empêchent le papillon de sortir de son cocon. Donc il faut chercher à se libérer comment ? En mettant de l'attention. L'attention, c'est de la conscience, hein, c'est le même mot. Hein. Quand on dit à un enfant, sois attentif, on dit, sois prudent, mets de la conscience. Donc l'enjeu, c'est la conscience ou l'inconscience. Donc mettre de l'énergie, mettre de la conscience, et essayer de vivre à partir de certaines qualités et valeurs de l'esprit. Alors on ne va pas les énumérer là, on n'a pas le temps, mais il y en a trois auxquels je pense, qui sont un peu comme des poisons, qui nous empoisonnent la vie, qui nous empoisonnent notre esprit et qui étouffent notre ego. Il y a une grande vertu, une grande valeur qui existe et qui nourrit notre être. C'est la vérité. Mais il y avait quelque chose de particulier quand j'étais très jeune et que j'étais un peu perdu. Intérieur à l'intérieur, il y avait comme une intuition, une petite voix qui me dit « je cherche la vérité ». Où il y a des choses qu'on m'a pas appris à l'école. Alors la vérité, c'est un mot qui est un peu peut-être grandiloquent, mais on peut le traduire par l'authenticité, par la transparence, par l'honnêteté. Vous voyez tous ces mots. Est-ce que vous préférez, quand vous avez des relations, qu'on vous mente ou qu'on vous dise la vérité ? Quand vous avez un enfant qui a fait une bêtise, vous dites « tu me dis la vérité » ou vous préférez le mensonge ? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un poison. C'est intéressant si on regarde la société. Vous avez entendu parler des fake news, là, où on ne sait plus où est la vérité ? C'est ça qui va nous créer un désordre intérieur. Parce qu'on perd le contact avec cette grande valeur profonde, cette grande quête intérieure de soif et de faim de vérité. Donc si la société ou les autres ne le font pas, peut-être ce dont on pourrait se libérer nous, c'est arrêter de mentir, arrêter de vouloir capter l'attention, enfin toutes ces choses-là, quoi. Puis il y a une autre grande vertu, une grande qualité qui pourrait nourrir notre être, qui est plutôt dans le champ, la vérité est plutôt dans le champ de la compréhension, de l'intelligence, de l'intellect. Vous voyez, c'est la sagesse en vérité. Et du côté du cœur, puisque vous avez compris dans la conférence que au cœur de la liberté, donc là vous avez compris que maintenant la réponse c'est l'enjeu de l'humanité et l'enjeu de nos vies. Et l'autre côté du titre, c'est la liberté du cœur, c'est de passer de ce troisième niveau où j'ai plus de contraintes extérieures, mais je décide librement avec les autres de faire, d'être à un autre niveau, un meilleur niveau. La vérité, mieux être authentique. Vous savez, moi j'ai fait une formation d'accompagnement aux mourants. Hein. Sur un lit de mort, ou pas loin de la mort, le seul souci des gens, c'est peut-être la clarté. Et vous savez, les secrets de famille, tout ce qui se passe dans nos histoires de vie. Hein. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et on peut souffrir, et on souffre de ne pas connaître la vérité, de ne pas comprendre. Ça va, vous percevez ça, que ça peut être une souffrance ? Et il y a un deuxième aspect, une grande vertu, qui est la bonté. Pour qu'une vie peut-être ne soit pas vaine, ça peut être intéressant. Comme à la fin d'une journée, on a fait le bon barbecue avec les amis, on se couche et on est content. On a été bon, on a servi, on a souri.
dans le temps, alors dans le côté moral de l'époque, de la conscience des systèmes qui nous disaient c'est bien, il faut être un bon chrétien, alors il y avait les scouts, on allait traverser les grands-mères au passage clouté, on avait fait notre BA, on appelait ça. C'est bien. C'était lié à l'éducation et on le faisait, c'est bien. Là maintenant, ça peut être comment je peux le faire d'une manière libre. Comment je peux être bon, pas faire du mal, ça veut dire la même chose. Hein. Et on peut faire du mal de mille manières, hein, en parlant mal des autres, en critiquant, en jugeant. Vous pouvez arrêter, parce que, enfin, on essaye, c'est pas facile, je vous donne pas la leçon, j'essaye aussi de le faire, moi. Mais c'est un poison, c'est ça qu'il faut retenir. Hein. C'est un poison. Et troisième grand mouvement qui peut nourrir notre être, qui est assez particulier, qui est lié plutôt au monde de l'action, de l'agir, puisque le premier était la vérité est liée au monde de l'intelligence, la deuxième au monde du cœur, dans le monde de l'action, de la volonté de créer, c'est qu'au fond de nous, on aspire à la beauté. On va me dire quelle est la beauté, quel est le lien avec la beauté. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai fait des travaux dans ma maison, vous savez, quand les travaux étaient finis, j'ai reculé, j'ai regardé la maison et j'ai dit c'est beau. Hein. C'est-à-dire faire quelque chose. Nos amis Rose et Gilles, par rapport à ce qu'ils font, c'est beau. Ça va, vous percevez? C'est-à-dire qu'il s'agit de faire quelque chose de ta vie. D'être un acteur. En plus, en se reliant avec des gens dans le même esprit, celui peut-être du niveau de conscience qui arrive, qui est en chemin, qu'on choisit librement, et bien effectivement, on peut se coucher le soir, comme on pourrait se coucher à la fin de sa vie, en disant j'ai fait quelque chose de bien. Alors on n'est pas dans des fantasmes de grandiosité, hein, ça peut être des petites choses, hein, construire une famille, rendre les autres heureux, aller au resto du cœur, donner un coup de main. On sent bien que ça nous permet d'être heureux et de nous sentir bien. Parce que vous avez nourri la partie essentielle qu'on a vue en début de l'entretien, votre être. Et on va conclure par... tout à l'heure, il y avait les mauvaises nouvelles, hein, il fallait travailler, il fallait s'en occuper, ça vient pas tout seul. Les bonnes nouvelles, il y a deux choses, c'est que c'est facile et c'est heureux. Alors ça veut dire quoi? C'est facile, pourquoi? Moi, des fois, quand je fais des stages en entreprise, les gens disent « Oh putain, c'est sympa ce que tu dis là, mais faut tout changer, sa vie, bousculer, c'est compliqué quand même, hein, tous ces changements. » Alors ça, c'est votre ego qui vous récupère en justifiant que c'est bien de rester les mêmes. Il faut quand même le savoir, hein, parce que ton ego, il n'a pas envie de changer. Hein. Vous voyez, il y a un peu comme une lutte intérieure. Hein. Comprenez que ça va pas venir tout seul, ni de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu as mis 10 ans, 20 ans, 30 ans pour construire ta personnalité, ton ego, et l'ego, il n'est pas forcément intéressé que tu passes à un autre niveau, parce qu'il meurt. L'ego ne veut pas mourir. Donc il s'agit bien d'un combat intérieur. Mais je dis que c'est facile quand même, pourquoi? C'est un peu Sylvain hier en physique quantique qui parlait de ça. Vous voyez, quelque chose de très intéressant. Moi, à un moment, j'étais intéressé par les arts martiaux, et il y a un art martial que j'aime pas, j'ai pratiqué mais que j'ai pas fait, c'est le tir à l'arc zen, ce qu'on appelle chevaleresque. Et dans ce tir à l'arc, les grands maîtres du tir à l'arc nous disent quoi? Nous disent que la cible, la flèche et le tireur, dans son intention, dans sa posture, quand il fait le vide, comme en physique quantique, je fais le vide, et en vérité, mon intention d'atteindre le but, plus la cible, plus la flèche, c'est la même chose. Il s'agit juste de faire ce qu'on appelle s'aligner. Je lâche, et je suis obligé d'atteindre la cible. Mais quand j'atteins pas la cible, c'est que c'est ma respiration qui est pas correcte, c'est mon intention qui est pas juste. Comprenez? Et maintenant, si je fais le lien en disant, c'est quand même facile d'aller vers ces belles qualités de l'esprit ou de l'être. Pourquoi? Si je prends une autre métaphore et que je suis un accompagnateur, et on est à la montagne ici, si on dit on va, je sais pas, à la Fécla ou Forclaz ou dans les Bauges, je suis votre accompagnateur de montagne, on sort du refuge, et je dis bon, voilà, la cible, le but, c'est ça. À ce propos, c'est mieux d'avoir un but dans la vie, hein, et un but élevé. C'est parce que ça va être un attracteur, comme nous disent les gens en physique quantique. Si j'ai mon but, et si on est clair sur le but, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est le premier pas. Dans la direction du but. Ça peut vouloir dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important, c'est que chaque jour, on peut faire un pas. Ça vous évitera, ou ça nous évitera toutes les justifications. C'est pas possible, c'est compliqué, il faut transformer sa vie. Non, non. Chaque jour où je souris, chaque jour où je rends service, chaque jour où je suis à l'écoute, chaque jour, c'est un pas de plus. Et si je reprends l'alignement de mon tireur à l'arc, ça veut dire que vous êtes obligé d'atteindre votre but. La seule chose qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est la persévérance, parce qu'il y a des forces d'opposition. J'en ai pas beaucoup parlé là, mais dans ce qui se joue en termes d'époque, on pourrait parler d'énergie et de force d'opposition. Mais bon, vous savez ces choses où on pourrait en reparler. En tout cas, il y a des oppositions. Mais chaque pas nous permet d'atteindre le but. Ça, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, quand je dis c'est heureux, c'est que ça peut nous faire reprendre contact avec ce que Stéphane Hessel disait avant de mourir à 90 ans. Il a fait un livre, un petit best-seller, qui s'appelait « Indignez-vous ». C'est qu'il faut s'indigner, c'est-à-dire que ce qui nous manque peut-être le plus aujourd'hui, c'est de retrouver notre dignité d'homme ou d'humanité. Et certains même disent que les gilets jaunes ou la violence des jeunes, qui chaque semaine vont tuer un autre jeune et tout. Pourquoi cette violence? Vous avez vu que tout ce qui émerge là, tout ce qui arrive, ou toutes les révoltes qui grondent, peut-être qu'on n'offre plus la perspective ou la possibilité à ces gens, que ce soit des jeunes ou que ce soit les gilets jaunes, de revivre à un niveau digne de ce que c'est qu'être humain. Donc non-reconnaissance, etc. Ce qui fait qu'on va descendre dans les parties inférieures de la nature humaine, dans la violence, le chaos, etc. C'est une hypothèse, hein. Mais moi je suis sensible parce que je suis aussi un ancien professeur d'éducation physique et donc la pédagogie et l'éducation m'intéressent. Je suis sensible de voir le scandale de qu'est-ce qu'on offre à nos jeunes dans les écoles, dans les universités. On leur bourre le crâne sur des aspects de trait, de compétition, de concurrence, etc. Et ceux qui vont nous laisser ce monde, et c'est comme ça que je pourrais terminer, moi c'est ce qui me révolte un peu le plus, c'est quel monde on va laisser à nos enfants. Alors on va pas pleurer, je suis responsable, et un peu comme nous disait hier Sylvain en physique quantique, le futur, on va pas vers le futur, c'est le futur qui vient vers nous. Et donc si le futur vient vers moi, c'est suivant qui je suis maintenant que je vais attirer un futur favorable ou peut-être moins favorable. Donc la responsabilité est de retrouver un peu de force, de grandeur et de dignité, d'abord pour moi, pour que ma vie soit plus heureuse, pour les autres, et peut-être que ça aura un impact, puisque moi et le monde ne sommes qu'un aussi. Si je vais capter cette idée, cette inspiration, cette aspiration, que maintenant permet d'attirer les forces du futur. Sinon, ça sera d'autres forces. C'est d'autres forces qui vont prendre la place. J'ai commencé avec une petite citation de Victor Hugo. Il y a une autre phrase, alors je ne sais plus l'auteur, mais je l'aime bien, et elle nous dit quoi? C'est une phrase simple qui nous dit « Si le meilleur n'est pas certain, le pire n'est pas exclu. » Et entre les deux, il nous reste la liberté. Je vous remercie. Je vous remercie. Serge, merci pour ce contenu très intéressant. Et j'ai déjà une première question du public qui demande où se situe l'âme par rapport à tout ce que tu nous as présenté. Vous savez, il y a un triptyque qui dit le corps, l'âme et l'esprit. Il y a un triptyque, c'est intéressant qu'on trouve souvent le chiffre 3, hein, ou la triade, l'équilibre, affirmation, opposition, médiation. Le chiffre 3 est important. Dans ce que je sais ou ce que j'ai compris, l'âme, c'est ce qui relie. C'est la reliance. Et elle se situe plus dans le champ donc de l'ordre émotionnel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous les gens que j'ai rencontrés font partie de mon âme maintenant. Mes ancêtres font partie de mon âme. Toute ma famille vivante, décédée, mes amis font partie de mon âme. Les gens avec qui j'ai des problèmes font partie de mon âme. C'est pour ça qu'il y a des âmes apaisées et il y a des âmes torturées. Et pour ceux qui croient à certaines choses après la mort, il y a des voyages. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire la paix ici, dans mon âme. Et un des mouvements important à faire, c'est de faire la paix. C'est de trouver un équilibre avec tous les gens, d'être en harmonie et de trouver un équilibre. Il s'agit de faire la paix. Après, on pourrait prendre des termes spirituels, pardonner ou comprendre que les autres, ils sont ignorants, qu'ils ont fait comme ils ont pu. Vous voyez, c'est des niveaux de conscience où à un moment, on peut commencer à pacifier tout ce qui s'est passé dans notre champ relationnel. Donc l'âme, c'est le champ relationnel. Il n'est pas à l'intérieur de vous. Vous êtes dans votre âme. Vous portez dans votre âme des bonheurs et des fardeaux. Merci. Et il y a une deuxième question qui vient de se présenter, c'est du coup la personnalité par rapport à... Alors la personnalité, elle vient de la première éducation. L'enfant dans son, comment dirais-je, on pourrait dire dans ses premières années, vous voyez, 1 an, 2 ans, 3 ans, on dit des enfants, il sourit aux anges. Il y a une forme de vulnérabilité, d'innocence, un petit bout de chou, on peut que l'aimer, on sent qu'il y a quelque chose de beau dans un tout petit enfant. Et vous avez remarqué qu'à partir de 3 ans, moi j'ai eu un fils qui a dit ça, à partir de 3 ans, l'enfant il va faire quelque chose, il va dire je. Et il va rejeter tout. À partir de là, commence à se créer ce qu'on appelle la personnalité. On n'a pas parlé de ces choses, mais en vérité, l'enfant, comme tout à chacun, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'amour. Et l'amour, on peut remplacer par l'attention. Et donc, l'enfant veut de l'attention.
Et donc pour recevoir de l'attention, il va commencer à jouer un rôle, à mettre un masque, il va être fort pour faire du vélo avec papa, il va être gentil pour pas que maman le gronde, etc. Il va commencer à structurer un masque, une carapace, c'est ça qu'on appelle la personnalité. Mais le problème, c'est que cette personnalité au départ, qui est un système de protection, parce qu'on est trop sensible, on est trop vulnérable, on est dans un monde de brutes, donc on est obligé de se protéger. Et le problème, c'est que cette protection elle va devenir votre prison parce que vous restez que là-dedans. Donc il y a ce mouvement de lâcher un peu la personnalité pour faire venir l'être et l'essence. C'est ça la question. Et ce qui est important peut-être de rajouter, c'est que votre personnalité, elle n'est pas négative non plus. On dit qu'elle est polarisée en positif, négatif. Si ma maman m'a dit c'est bien, faut être gentil, et que 30 ans plus tard j'ai une capacité relationnelle parce que j'ai de l'ouverture, merci maman, ça m'a permis de développer ce qu'on appelle un talent, une qualité. Mais c'est une qualité qui vient du système éducatif. On pourrait appeler ça une morale. Vous voyez, tout le champ du deuxième niveau, c'est la morale, alors que le champ du troisième niveau, c'est comme une éthique personnelle. C'est plus la société ou les autres qui me doivent venir, c'est mon éthique personnelle. Donc il y a une personnalité positive, qu'on appelle la personnalité positive, qui vient du champ de l'éducation et qu'on fait de moi des talents et des qualités, et que je vais mettre dans mon métier, dans ma vie personnelle. Et il y a l'aspect négatif, qui vient des instincts animaux et qui peuvent aller jusqu'à la névrose, la psychopathie, et on a beaucoup de gens qui se baladent et qui sont un petit peu, on pourrait dire de manière plus simple aussi, immaturité. L'immaturité, c'est pas de grandir au niveau où tu peux grandir, tu restes à un niveau inférieur. Et ça peut être aussi des névroses ou de l'agitation, et on prend beaucoup de médicaments. Voilà. Alors on a une question de Karine Chaulière qui demande comment aider les autres à évoluer et à trouver la paix. Ils t'ont demandé quelque chose? Je réponds à la personne. Pourquoi tu veux aider les autres? Est-ce qu'ils t'ont demandé quelque chose? Est-ce que tu laisses leur liberté de faire leur expérience? Là, je suis un peu provoque quand je dis ça. Mais assez souvent, quand on veut aider les autres, c'est qu'on n'a pas encore à regarder à soi comment moi je peux m'aider. Et la meilleure manière d'aider les autres, c'est d'accéder toi à un certain niveau, alors comment dirais-je, de qualité d'être, qui font que les autres vont à un moment te dire tiens, là je sens quelque chose chez toi, et peut-être vont te poser une question, comment tu fais? L'important c'est le respect, vous voyez, dans cette liberté, l'important c'est le respect. Et d'avoir confiance, la vie elle est bien faite. Et chacun doit faire ses expériences. Toi, sois un exemple de qualité d'être, et ce qui doit se faire se fera. Il faut s'abandonner à ça. Il ne faut pas avoir un désir de maîtriser, parce que là, ça peut venir de la fausse personnalité qui veut sauver les autres, parce que j'ai moi-même vécu des expériences où on ne m'a pas aidé, donc je vais aider les autres pour régler mon problème. Ça va, vous percevez cette idée-là? Donc c'est toujours d'où ça vient le mouvement. Alors il y avait une autre question, c'est par rapport aux traits de caractère. Oui, alors les traits de caractère que j'ai nommés, on pourrait les nommer, ils se situent dans le centre intellectuel, le centre émotionnel, le centre physique, désir de maîtriser, sentiment de supériorité, vanité, sentiment d'infériorité. Vous savez que supériorité et infériorité, c'est la même chose, hein. C'est comme une pièce, tu as pile et face. En vérité, tu te mets en supériorité parce que des fois, tu as de l'infériorité, mais tu joues le masque de celui qui est au-dessus. Et celui qui est inférieur, il se sent tellement mal qu'il dit si je parle en public, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est-à-dire que tu te crois tellement important que les gens ils s'en foutent, quoi. Désir de dominer. On voit que le monde est comme ça, hein. Les animaux, voilà, je domine. Donc hier on parlait dans des discussions sur le pouvoir, voilà, c'est la domination le pouvoir, hein. Comment on a le pouvoir. La naïveté est intéressante dans le trait de caractère, vous savez, oui, on va bientôt voter, on vote toujours pour les mêmes choses et on a toujours les mêmes ennuis. Donc à un moment, on est ce qu'on appelle crédule. C'est une forme de naïveté. Il y a un moment, tu peux comprendre que c'est à toi de prendre ta vie en main. Voilà, il y en a 16. La peur, le mensonge, l'avidité, j'en ai parlé. Mais bon, nous, on fait des stages, on travaille là-dessus. Après, moi, on est dans un entretien où je vous donne un panorama, un dessin. Après, il faut continuer de faire ce travail là où vous pouvez le faire. Bien, Serge, merci. Je vais te laisser la parole pour nous dire un petit mot de la fin. Oh, le mot de la fin, ben, j'étais heureux. Je suis toujours heureux. Vous voyez, je suis aussi dans ma partie animale, hein, c'est-à-dire que ce matin, hier, j'avais du stress, j'observais ma peur, vouloir me maîtriser, voilà, je suis comme ça. Et puis à un moment où j'ai médité un peu ce matin, eh ben, je me suis connecté aux 4 grandes valeurs de l'esprit, qui sont l'amour, la compassion, la joie, la sérénité et la clarté. Ça, c'est la substance même de l'esprit. Et l'amour, c'est quoi? C'est l'amour de ceux qui m'ont enseigné ça, c'est l'amour de... j'aime transmettre des choses qui peuvent faire du bien. Et la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est un mot qui est un peu fort. Mais quand tu regardes la souffrance, que tu es dans le métro à Paris et que tu vois les gens qui tournent en rond, qui sont paumés,
Et à un moment, tu comprends que ça serait bien de les aider ou... Ouais, je compatis, parce que d'abord je compatis parce que je comprends ta situation parce que je l'ai vécu. Donc c'est bien le chemin de ta propre expérience qui fait que tu peux prendre la liberté. Mais c'est parce que je te comprends et que j'ai envie de t'aider. Et la joie, c'est quoi? Ben, quand vous avez la joie est liée à l'action. La joie est liée à l'enthousiasme. Et à un moment, comme Rose et Gilles, voilà, c'est la joie de faire quelque chose. Ça me met en joie d'être utile, de pouvoir être utile. Et puis, j'ai pensé dans ma méditation à la sérénité, c'est qu'en vérité, ça correspond à la question de la personne, c'est que moi, je peux rien pour les autres. Sincèrement, je peux être un exemple de quelque chose, mais je suis serein parce que le monde, ou le karma, ou le destin, appelez ça comme vous voulez, il fait les choses d'une manière sereine. La sérénité, c'est quand vous voulez un résultat, le jour où vous lâchez le résultat qui vous appartient pas. Moi, ça m'appartient pas que quelqu'un comprenne ou fasse quelque chose de toutes ces informations. La personne est libre et je peux rester serein par rapport à ça. Voilà. Eh bien, Serge, un gros merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi Merci à vous. d'avoir été présent. Merci.